Ils vénèrent Moloch, non pas de manière ouverte, mais à travers des pratiques secrètes, des rituels occultes où les enfants sont offerts en sacrifice à un Dieu insatiable. Il y a des événements dans l'histoire dont l'écho traverse les siècles, et l'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie en fait partie. Certains prétendent qu'elle fut détruite par accident, d'autres que ce fut un acte délibéré pour faire taire un savoir trop puissant. Peu importe la version, la vérité est que ce centre de sagesse antique a disparu dans un brasier qui a englouti des milliers de connaissances et d'idées. Aujourd'hui, je vois un parallèle frappant avec ce qui se passe sur Internet, et j'ai l'impression qu'on est en train de vivre un deuxième acte de cette tragédie, mais cette fois-ci, la catastrophe pourrait bien être encore plus vaste. Nous avons tous conscience du pouvoir qu'Internet détient aujourd'hui. C'est un vaste océan d'informations, un carrefour où se croisent toutes les idées, toutes les connaissances, toutes les pensées. C'est le lieu où l'humanité, pour la première fois dans l'histoire, peut partager ses savoirs et se connecter sans frontières. Mais alors que ce monde numérique a tout pour nous offrir un avenir de transparence et d'échange, il est en train d'être attaqué par les mêmes forces qui, autrefois, ont cherché à brûler la bibliothèque d'Alexandrie. L'élite qui se cache dans l'ombre, les puissants qui ont toujours voulu garder le contrôle, semblent avoir compris la menace que représente cette liberté d'accès à l'information. Aujourd'hui, c'est comme si une main invisible cherchait à remettre le feu à notre bibliothèque virtuelle, en brisant l'accès à ce que nous savons, en manipulant la vérité et en réécrivant l'histoire. Ce n'est pas une simple question de censure. Non, c'est beaucoup plus insidieux. C'est une tentative de destruction, de révision radicale du savoir que nous avons accumulé pendant des décennies. Il suffit de regarder ce qui se passe, les grands acteurs de l'Internet, les gouvernements et même des entreprises privées œuvrent dans l'ombre pour restreindre ce qui est accessible à la majorité. Les algorithmes façonnent notre vision du monde en sélectionnant ce que nous devons voir et ce que nous devons ignorer. Des lois et des régulations sont mises en place sous prétexte de protection, mais en réalité, elles ne font que renforcer la censure. Et tout comme à Alexandrie, là où des siècles de savoir ont disparu dans les flammes, ce que nous perdons aujourd'hui ne reviendra peut-être jamais. Ce contrôle du flux d'informations n'est pas un accident. C'est un projet soigneusement orchestré pour centraliser et monopoliser le savoir. Si, autrefois, les dirigeants pouvaient détruire des bibliothèques physiques et censurer les écrits, aujourd'hui ils utilisent l'Internet comme terrain de jeu. Mais il est bien plus subtil et puissant. Un simple changement d'algorithme peut faire disparaître une idée en quelques minutes. Un rapport peut être effacé de l'histoire en un clic. Une vidéo, une analyse, un témoignage peuvent être relégués aux oubliettes de l'Internet, noyés sous une mer de contenus biaisés. Je suis convaincu que nous assistons à un processus de bénédiction et de malédiction en même temps. Internet, dans sa forme actuelle, est notre bibliothèque d'Alexandrie moderne, un lieu immense et accessible où l'on peut, en théorie, apprendre tout ce que l'humanité a découvert. Mais tout comme le feu qui a détruit Alexandrie, la censure numérique et la manipulation de l'information sont en train de réduire cet accès à une simple illusion. Nous vivons dans un monde où les vérités dérangeantes sont de plus en plus difficiles à trouver, là où des voix indépendantes se battent pour ne pas être écrasées par les puissants. Mais ces voix ne doivent pas se taire. Si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne réagissons pas, l'Internet pourrait bien devenir l'ombre de ce qu'il était censé être. Nous devons nous battre pour que cette bibliothèque virtuelle ne disparaisse pas, comme celle d'Alexandrie. Nous devons résister, car ce qui est perdu aujourd'hui dans l'oubli numérique pourrait ne jamais revenir. Et si ce n'est pas nous qui agissons, peut-être que nos enfants, ou nos petits-enfants, se demanderont un jour ce qu'étaient ces sites libres et ces forums de discussion dont nous parlions, avec l'espoir naïf qu'ils demeureraient intacts. Mais peut-être qu'ils n'auront jamais la chance de le savoir. Un phénomène alarmant se développe partout dans les pays les plus développés, et c'est celui d'une population qui peine à subvenir à ses besoins fondamentaux. Ce qui était autrefois impensable, que des citoyens américains aient du mal à se nourrir, se loger ou se soigner, est devenu une réalité quotidienne pour des millions de personnes. Mais, et si tout cela n'était pas simplement une conséquence des mauvais choix économiques ou des politiques inefficaces, mais un plan délibéré? Si les élites riches, celles qui contrôlent l'économie, les ressources et le pouvoir politique,
manipuler délibérément la situation pour rendre la vie impossible à une large portion de la population? Regardons cela sous un autre angle, une vision du monde où les élites désirent et créent un système qui pousse les gens à l'indigence, à la pauvreté extrême et à la dépendance. Un système dans lequel seuls les plus riches peuvent se permettre de vivre dignement, tandis que tout le reste de la population est piégé dans un cycle sans fin de travail forcé et de souffrance. Et bien sûr, les bénéficiaires de ce système ne sont pas seulement ceux qui amassent des fortunes, mais aussi ceux qui tirent profit des lois et des institutions qui exploitent les plus vulnérables. Le plan commence par rendre les nécessités de base inaccessibles. Les prix des logements, de la nourriture, des soins de santé et des transports sont artificiellement gonflés pour qu'une large portion de la population soit littéralement incapable de les atteindre. Si vous avez suivi les tendances des dernières décennies, vous avez sûrement remarqué que le coût de la vie a augmenté de manière exponentielle, tandis que les salaires stagnent. L'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser. Ce phénomène n'est pas un accident. Cela fait partie d'une stratégie calculée pour pousser les gens à la rue. Une fois que vous êtes sans abri, les lois deviennent de plus en plus sévères. La pauvreté devient un crime. Les sans-abri sont systématiquement criminalisés pour avoir campé dans des espaces publics ou même pour avoir mendié. Des lois anti-occupation, des amendes exorbitantes et des politiques de tolérance zéro font que ceux qui sont les plus vulnérables sont condamnés à l'exclusion totale de la société. Mais ce n'est pas tout. Une fois que vous êtes sans abri, le système pénal entre en jeu. Si vous êtes déjà pris dans le cycle de la pauvreté, il vous est facile de faire face à des accusations criminelles. Que ce soit pour des délits mineurs, des comportements de survie ou simplement le fait de ne pas respecter des lois absurdes, vous êtes rapidement arrêté, jugé et envoyé en prison. Ce système d'incarcération de masse profite directement aux élites. Pourquoi? Parce que l'incarcération est devenue une source de profit. Les prisons privées, qui sont en grande partie détenues par de grandes entreprises et des investisseurs, font des milliards de dollars grâce à la main-d'œuvre bon marché, voire gratuite, des détenus. Ces travailleurs sous incarcération sont forcés de travailler dans des conditions souvent proches de l'esclavage, fabriquant des produits, construisant des infrastructures et accomplissant des tâches pour des entreprises privées à des salaires dérisoires, sans aucune possibilité de s'échapper. Et tout cela est légal grâce à la 13e amendement de la Constitution américaine, qui stipule que ni l'esclavage ni le travail forcé, sauf comme punition pour un crime, ne sera autorisé aux États-Unis. Autrement dit, une fois incarcéré, votre droit à la liberté et à un travail rémunéré disparaît. Vous devenez un esclave légal, à la merci du système pénal et des entreprises qui en tirent profit. L'incarcération de masse est un moyen efficace de maintenir un système de travail forcé, tout en restant dans les limites de la loi. En rendant la pauvreté criminelle et en incarcérant les pauvres et les marginalisés, l'élite s'assure qu'il y a toujours une main-d'œuvre abondante et bon marché, prête à être exploitée pour des travaux que personne d'autre ne voudrait faire à des conditions aussi abjectes. Cette main-d'œuvre est souvent utilisée dans des industries comme la fabrication, l'agriculture, la construction et même la technologie. Les prisonniers sont contraints de travailler de longues heures dans des conditions inhumaines, sans salaire, sans droit, et dans un isolement total. Le travail sous contrainte devient une source de profit pour des entreprises privées et des investisseurs, tout en maintenant la façade d'une justice qui prétend réhabiliter les criminels. Le plus grand paradoxe de ce système est que, même à l'extérieur des prisons, une grande partie de la population se trouve dans une situation similaire. La majorité des Américains, en dehors du 1% le plus riche, sont des travailleurs qui vivent dans une forme de servitude économique, ils travaillent sans cesse pour des salaires qui ne leur permettent même pas de subvenir à leurs besoins de base, en étant constamment sous pression de payer leurs dettes, leurs loyers, leurs soins médicaux, etc. Mais cette pression constante de survie quotidienne sert un objectif bien précis, maintenir une population docile et asservie à son travail, pour que les élites continuent à amasser des richesses et à exercer leur pouvoir. Dans ce système, l'enrichissement des riches repose sur l'appauvrissement des masses. C'est une forme de néo-esclavage économique, où le travailleur est piégé dans un cycle de dette et de pauvreté qui le pousse inévitablement vers la précarité, la criminalité et, éventuellement, l'incarcération. C'était l'été 2021, l'année où je venais de décrocher mon diplôme en sociologie, et je me sentais prêt à changer le monde.
Je rêvais de dénoncer les injustices, de révéler les vérités cachées, de faire la lumière sur tout ce qui était dissimulé dans l'ombre. C'est dans cet esprit que j'ai décidé de m'attaquer à un sujet dont personne ne voulait vraiment parler, le Bohemian Grove. Cet endroit mystérieux, réservé aux élites les plus puissantes du monde, me fascinait. Les rumeurs allaient de discussions politiques secrètes à des rituels étranges autour d'une statue géante de hibou. Je me souviens de la première fois où j'ai prononcé ces mots à voix haute, « Je vais infiltrer le Bohemian Grove ». Mes amis ont ri, pensant que je plaisantais. Mais je n'étais pas du genre à abandonner. J'ai commencé mes recherches en lisant tout ce que je pouvais trouver. Les articles disponibles étaient rares, et les témoignages, souvent anonymes, décrivaient des scènes d'une étrangeté inquiétante. Puis, j'ai fini par dénicher un contact, un homme d'une 50aine d'années qui avait travaillé comme serveur temporaire lors de l'une de ces réunions. Nous nous sommes rencontrés dans un café désert, et il a parlé à voix basse, comme s'il craignait d'être entendu. « Tu ne veux pas vraiment savoir ce qui s'y passe » m'a-t-il averti. Mais il m'a quand même décrit les hommes puissants riant autour de feux de camp, discutant de décisions qui affecteraient des millions de vies. « Ils jouent des rôles » m'a-t-il dit, mais il y a quelque chose de plus sombre, quelque chose de « rituel ». Ces mots ont déclenché ma curiosité encore plus. Je devais voir cela de mes propres yeux. J'ai élaboré un plan risqué. J'ai postulé pour un emploi de serveur saisonnier. Il n'était pas facile de s'infiltrer dans un endroit aussi surveillé, mais j'ai réussi grâce à de faux papiers et beaucoup de culot. Le jour de mon arrivée, j'ai été frappé par la beauté du lieu. Des séquoias immenses s'élançaient vers le ciel, et tout semblait incroyablement paisible. Mais la tranquillité n'était qu'une façade. La première nuit, j'ai vu des hommes en costume noir se rassembler autour d'un feu géant, récitant des paroles que je ne comprenais pas. Ils portaient des masques, et leur rire résonnait d'une manière qui me glaçait le sang. Je me souviens d'un moment particulièrement troublant. J'étais en train de servir des verres de champagne lorsque j'ai entendu une conversation entre deux hommes d'affaires connus. Ils parlaient de la prochaine crise économique comme s'il s'agissait d'une simple partie d'échecs. « Les pièces sont en place » a dit l'un d'eux en souriant. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que ce que j'entendais n'était pas un simple échange anodin, mais la confirmation de ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, ces élites prenaient des décisions qui influençaient la vie de millions de gens. Mais ce n'est pas tout. J'ai également été témoin de ce que certains appelaient la crémation de Caire, un rituel où une effigie en bois était brûlée devant la statue géante d'un hibou. Ça aurait pu ressembler à un simple spectacle, un divertissement pour hommes ennuyeux. Pourtant, il y avait quelque chose de sinistre dans l'atmosphère, une tension que je ne pouvais pas ignorer. Des hommes influents que l'on voyait habituellement à la télévision, sérieux et inaccessibles, étaient ici, dans cette forêt, participant à un rituel qui semblait être un mélange de théâtre et de cérémonie occulte. C'est cette nuit-là que les choses ont mal tourné. J'avais mon carnet de notes sur moi, essayant de griffonner des détails en cachette, quand j'ai senti une main lourde se poser sur mon épaule. Je me suis retourné, le cœur battant, pour voir un homme grand, aux cheveux gris et aux yeux perçants. « Que fais-tu là » a-t-il demandé, d'une voix étrangement calme et menaçante. J'ai bafouillé une excuse, prétendant que j'étais perdu, mais son regard disait qu'il n'était pas dupe. Il m'a fait comprendre d'un simple geste que je devais le suivre. Il m'a conduit dans une petite cabane, où deux autres hommes m'attendaient. Ils ont fouillé mes poches, trouvé mon carnet, et lu mes notes. « Tu joues avec le feu, mon garçon » m'a dit l'un d'eux. Ils m'ont fait promettre de ne rien révéler, sous peine de subir des conséquences. On a les moyens de faire disparaître des gens, tu sais, a ajouté l'autre, avec un sourire qui n'avait rien d'amusant. J'ai été raccompagné jusqu'à la sortie du camp, les jambes tremblantes. En rentrant chez moi, je me suis demandé si j'avais fait une erreur. Mais malgré la peur, je savais que j'avais vu quelque chose d'important. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où les projecteurs étaient braqués sur ce qui semblait être le plus grand scandale de l'histoire moderne, un réseau mondial d'élites puissantes et influentes impliquées dans des actes monstrueux et impensables. Des noms, des visages, des connexions qui, une fois exposées, auraient détruit les fondations même du pouvoir mondial. Les enquêtes étaient en plein essor. Les preuves commençaient à émerger, et la vérité semblait enfin prête à éclater au grand jour.
L'humanité se tenait sur le fil du rasoir, à l'aube d'un bouleversement qui aurait tout changé. Et puis, comme un coup de tonnerre, un virus apparut. Un virus qui, au début, semblait anodin. Un virus avec un taux de mortalité plus bas que n'importe quel autre virus de l'histoire, beaucoup moins dangereux que des pandémies passées. Mais il arriva juste à temps. Le monde entier s'est soudainement retrouvé plongé dans la peur, l'incertitude et la paralysie. Les gouvernements ont imposé des confinements, des restrictions, des fermetures de frontières. Tout le monde a dû se concentrer sur ce virus qui, malgré sa faible létalité, était présenté comme la menace ultime pour l'humanité. Les médias se sont emparés de l'histoire, diffusant un flux constant de nouvelles alarmistes, tandis que l'attention mondiale était complètement détournée de l'enquête qui menaçait d'exposer la vérité. Le timing était trop parfait pour être une simple coïncidence. Alors que le monde s'efforçait de lutter contre un virus qui, en réalité, n'était pas aussi mortel que ce qu'on nous disait, l'élite du monde s'activait dans l'ombre. Les enquêtes, les révélations, tout cela se trouvait soudainement relégué au second plan. Les scandales qui faisaient surface concernant l'implication de puissants personnages dans des réseaux pédocriminels se sont lentement éteints sous l'effet du chaos général. Les preuves, les témoignages, tout a été englouti dans un tourbillon médiatique qui ne cessait de propager la peur du virus. Les mois passaient, et les investigations sur les réseaux d'élite, qui auraient dû secouer le monde, étaient étouffées. Les gouvernements, sous couvert de gérer la crise sanitaire, ont mis en place des mesures de surveillance renforcées, des lois d'urgence, des restrictions de liberté qui, paradoxalement, servaient à réduire la transparence et l'accès à l'information. Le monde était à genoux, et pendant ce temps, ceux qui détenaient le pouvoir se servaient du chaos pour renforcer leur emprise. Aujourd'hui, avec le recul, la coïncidence de l'émergence de cette pandémie à ce moment précis semble presque trop parfaite pour être naturelle. Il y a une sensation étrange, comme si ce virus n'était pas seulement un accident biologique, mais aussi une diversion calculée, un rideau de fumée qui a permis de cacher une vérité trop dangereuse pour que le monde la découvre. Pendant que les masses étaient confinées chez elles, souvent dans un état de panique et de confusion, les élites se sont occupées de leurs propres affaires dans l'ombre, loin de l'œil du public. Les preuves ont été dissimulées, les témoins réduits au silence, et les scandales ont perdu leur place dans le débat public. Le virus a pris toute la place, et avec lui, la possibilité de changer les choses a été reportée à un futur incertain, si ce n'est définitivement effacé. Et maintenant ? Que reste-t-il de ces enquêtes ? De ces révélations qui auraient dû secouer le monde ? Tout semble s'être estompé, perdu dans le flot ininterrompu d'informations que le virus a créé. Les masques, les confinements, les restrictions, tout cela a eu l'effet escompté. La société a été réorientée, le regard des gens détourné, et la vérité sur les réseaux d'élite n'a jamais été pleinement exposée. Si tout cela ne vous semble pas suspect, si vous ne ressentez pas une sensation étrange face à cette coïncidence parfaite, alors peut-être est-il déjà trop tard pour voir la vérité. Mais je vous le dis, l'histoire n'est pas finie. Ce qui a été étouffé sous le voile du virus, ce qui a été dérobé dans le chaos, ne disparaîtra pas à jamais. Parce qu'à un moment donné, les questions réapparaîtront. Et lorsque la vérité finira par éclater, nous serons prêts à affronter ce que l'élite a essayé de cacher. Il y a quelques années, avant sa mystérieuse mort, John McAfee a révélé quelque chose de choquant. Il a parlé des élites et de leurs habitudes, de leurs vices cachés. Selon lui, ces puissants ne se contentaient pas de vivre dans un monde parallèle, ils étaient aussi impliqués dans des pratiques de cannibalisme. Et McAfee, dans un acte de folie ou de lucidité, a avoué qu'il avait lui-même testé le cannibalisme. Et, selon ses propres mots, il l'avait trouvé absolument irrésistible, une expérience qui offrait un rush incomparable. Ça fait froid dans le dos, non ? McAfee disait que l'élite dirigeante est composée de personnes accros à ce type de déviance, et que leur addiction à ces rituels est aussi sombre qu'inavouable. Et tout cela, caché sous des couches de mensonges et de secrets. Le scandale de la Pizzagate, cette affaire qui a défrayé la chronique, n'était qu'un indice, un aperçu fugitif de cette réalité plus vaste. Ceux qui croient que cette histoire était simplement une théorie du complot peuvent se la raconter, mais ceux qui savent lire entre les lignes savent que c'était bien plus. Cette histoire n'était que la pointe de l'iceberg.
Les élites se parlent entre elles en code, et Pizzagate n'est qu'un mot codé pour des choses bien plus sordides. Et si ces élites étaient des adorateurs du diable cannibale? Cela expliquerait tellement de choses. Imaginez un instant qu'elles soient impliquées dans des rituels sataniques, se livrant à des sacrifices humains et à des festins macabres. Pourquoi cela? Parce que ces personnes détiennent un pouvoir immense, mais ce pouvoir est fragile. Il suffit qu'un secret, un détail compromettant fuite, et tout pourrait s'effondrer. C'est là qu'intervient le. Il suffit de filmer une scène, une image de vous en train de discuter ou d'être proche d'un enfant mineur sur une île comme celle d'Epstein. Ajoutez à cela des preuves de cannibalisme ou d'autres rituels macabres, et vous êtes leurs prisonniers pour toujours. Ils ont ce pouvoir sur vous. Vous ne pouvez plus bouger. Le pouvoir des élites repose sur un fil extrêmement mince, et cela, elles le savent. Et ce secret, bien qu'il soit muré dans le silence depuis des siècles, n'est jamais vraiment parti. C'est un héritage ancien, transmis à travers les générations. Un secret maudit qui se perpétue dans les coulisses du pouvoir, une pratique qui a traversé les âges. Si vous regardez bien l'histoire de ces sociétés secrètes, vous verrez que ce culte du diable et du cannibalisme remonte à bien plus longtemps que ce que l'on imagine. Ce n'est pas juste une théorie farfelue, mais une tradition occulte qui date de siècles, enfouie profondément sous des couches de dissimulation. Il existe aussi des rumeurs persistantes à propos d'une drogue, un hallucinogène mystérieux connu sous le nom d'adrénochrome. Ce produit, dérivé de la torture et du cannibalisme, serait prisé par ces élites dans leurs rituels. Certaines personnes croient que l'adrénochrome est une substance qui provoque une expérience psychédélique intense, presque irréelle. Une drogue qui serait utilisée pour élever l'esprit à un autre niveau, tout en renforçant leur dépendance au pouvoir et à la domination. Mais peut-être que cette drogue n'est même pas réelle. Peut-être qu'il ne s'agit que de l'addiction à la violence elle-même, au frisson de tuer et de consommer un être humain. L'addiction à la souffrance, à l'extase macabre d'un acte irréversible. Prenez, par exemple, l'œuvre d'art de John Podesta, un homme influent de la politique américaine. Ces images bizarres qui ornent ces murs ne sont pas simplement une expression artistique. Elles dégagent une atmosphère malsaine, presque diabolique. C'est de la déviance pure, célébrant la ruine de l'innocence et l'inhumanité. Et pourtant, ces images, ces symboles, ne sont pas là par hasard. Ce sont des messages codés. C'est un langage utilisé par ceux qui vivent dans l'ombre du pouvoir, pour ceux qui font partie du cercle fermé. Ceux qui croient que tout cela est juste de l'art ou une mode, ne comprennent pas la vraie portée de ces représentations. Mais il y a encore plus. Si vous regardez bien les symboles de la culture populaire, vous commencerez à voir une autre réalité. Les groupes comme Finn Young Cannibal, un groupe pop des années 80, qui portait ce nom de façon provocante. Écoutez leurs paroles à nouveau, regardez leurs clips, mais cette fois-ci avec une perspective différente. Avec ce que vous savez maintenant, ces chansons prennent un tout autre sens. C'est comme une confirmation de ce que les élites cachent. Le cannibalisme, l'adoration du diable, les rituels secrets, tout est là, dans les textes et les images. Cette culture populaire, cette musique, ces films, ce n'est pas seulement du divertissement, c'est un moyen de normaliser les horreurs. Un moyen de nous préparer à ce que nous ignorons. Mais pourquoi cette obsession pour l'art, la musique, la culture populaire? Parce qu'ils veulent nous rendre insensibles. C'est leur moyen d'entrer dans nos esprits sans qu'on s'en rende compte, de nous préparer à accepter des choses que nous aurions autrefois rejetées. Le vrai contrôle, c'est dans la culture. C'est là que tout commence. Ils ont infiltré tous les aspects de notre vie quotidienne, nous inculquant lentement mais sûrement des idées et des comportements qui nous sembleraient impensables si nous en avions conscience. Si vous avez eu du mal à croire tout cela jusqu'à maintenant, c'est normal. Mais plus vous creusez, plus les preuves s'accumulent. Ces pratiques sont réelles, et elles sont bien plus proches de vous que vous ne le pensez. L'énigme des élites, leur pouvoir occulte, leur addiction à la violence et à l'invisible, c'est une vérité qui est en train d'éclater à la surface. Et ce n'est qu'une question de temps avant que le reste du monde ne commence à voir ce qu'ils essaient désespérément de cacher. Je n'oublierai jamais ce jour de mars 2020. Je m'étais réveillé avec la sensation étrange que le monde était sur le point de basculer.
En tant que médecin généraliste, j'avais l'habitude de traiter des maladies saisonnières, d'écouter des patients se plaindre de symptômes typiques et d'écrire des ordonnances. Mais cette journée-là, tout était différent. Les médias étaient en ébullition, la Covid-19 était partout, et nous recevions des instructions de confinement d'urgence, des recommandations qui changeaient d'heure en heure. Je me rappelle m'être assis avec ma tasse de café en écoutant, incrédule, les annonces. Il fallait absolument aplatir cette fameuse courbe de contamination. Les discours étaient alarmants, et les journalistes semblaient propager la panique autant que les faits. J'ai immédiatement suivi les consignes, pensant que c'était mon devoir de soigner les malades et de protéger les autres. J'ai commencé à consulter des patients en visioconférence, à éviter de serrer des mains, et j'ai encouragé tout le monde à porter des masques, même si beaucoup de mes patients n'étaient pas convaincus. Puis, des anomalies ont commencé à émerger. Je me souviens d'un patient, un homme robuste, en bonne santé, qui s'était blessé en bricolant. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il a été testé positif au virus, même sans aucun symptôme. Son test était simplement une formalité, puisque nous testions tout le monde à ce moment-là. Il est resté en observation pendant quelques heures, et tout semblait normal. Mais plus tard, j'ai appris qu'il avait été enregistré comme cas Covid. Cela n'avait aucun sens, mais personne ne semblait vouloir discuter de ces détails. Ensuite, j'ai commencé à remarquer des incohérences dans les chiffres des décès. Des personnes âgées décédées de causes naturelles étaient étiquetées comme victimes de la pandémie. Une fois, un homme âgé de 78 ans est décédé d'une crise cardiaque dans un EHPAD, et son décès a été inclus dans les statistiques Covid-19. Je me suis demandé s'il s'agissait d'une simple erreur ou si quelque chose de plus sinistre se passait. Ce doute a continué de me hanter, et un soir, après une longue journée de travail, j'ai appelé un vieux camarade de faculté. Il était médecin lui aussi, mais il travaillait dans la recherche épidémiologique. Il m'a écouté attentivement, puis il m'a confié, presque en chuchotant, que lui aussi avait remarqué des irrégularités. Il m'a expliqué que les décisions politiques semblaient souvent contredire les faits scientifiques. « Tu ne trouves pas ça bizarre ?» m'a-t-il demandé. J'ai acquiescé, sans trop savoir quoi répondre. C'était comme si nous étions des acteurs dans une pièce de théâtre dont le script nous échappait. Je me suis mis à lire des articles, à écouter des médecins qui avaient des avis différents, des spécialistes qui remettaient en question les directives officielles. Certains parlaient d'agenda caché, d'une orchestration mondiale pour imposer des mesures de contrôle. Cela semblait fou, mais plus j'y réfléchissais, plus certaines choses me paraissaient suspectes. Un soir, j'ai même visionné un documentaire censuré sur YouTube, où des chercheurs indépendants dénonçaient des conflits d'intérêts entre les grandes entreprises pharmaceutiques et les gouvernements. Le pire, c'est qu'un de mes collègues, un vieux médecin proche de la retraite, m'a dit sans détour, « On nous manipule. Tu n'as pas remarqué que chaque décision, chaque mesure, profite toujours aux mêmes personnes ?» Il m'a montré des rapports, des courriels échangés entre des dirigeants de grandes entreprises et des membres influents du gouvernement. Je ne savais pas quoi croire. Était-il devenu paranoïaque, ou étais-je aveugle? Le plus étrange est survenu quand j'ai tenté de parler de mes doutes. Lors d'une réunion médicale en ligne, j'ai posé quelques questions sur la fiabilité des tests PCR et la gestion des statistiques de mortalité. Les réactions ont été glaciales. Des regards se sont échangés, des discussions ont été détournées, et quelqu'un m'a même envoyé un message privé pour me conseiller de laisser tomber ce sujet. J'étais abasourdi. Était-ce simplement de la peur de remettre en cause l'autorité? Ou y avait-il réellement une tentative de nous faire taire? Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à recevoir des messages anonymes. Des avertissements brefs et inquiétants, « Vous ne devriez pas poser ces questions. » Mes mains tremblaient en les lisant. Je n'avais jamais voulu devenir un complotiste. J'étais un médecin, quelqu'un qui croyait en la science, en la vérité. Mais à ce moment-là, la vérité semblait bien plus complexe, bien plus sombre que ce que j'avais imaginé. Puis, un événement a tout changé. Une de mes patientes, une jeune femme enceinte, a eu des complications après avoir reçu un vaccin. Cela ne devrait pas arriver, mais cela s'est produit. Et lorsque j'ai tenté de signaler l'incident, le dossier a été immédiatement enterré. C'est alors que j'ai pris une décision. J'ai tout écrit,
mes doutes, mes observations, les incohérences. J'ai envoyé mon rapport à un journaliste indépendant, quelqu'un qui avait déjà été étiqueté comme un dérangeant. Je savais que ma carrière en prendrait un coup, mais ma conscience ne me laissait pas de choix. Les bunkers sont devenus le symbole même de l'inquiétude des élites face à l'avenir. Il y a quelques années, on aurait pu penser que ces installations souterraines étaient réservées à des paranoïaques ou à des survivalistes. Mais aujourd'hui, des milliardaires, des dirigeants d'entreprises et des figures influentes investissent massivement dans la construction de ces abris souterrains. Pourquoi ? La réponse semble évidente, ils savent quelque chose que le reste de la population ignore encore. Et ce n'est pas seulement une question de précaution, mais une préparation stratégique pour un avenir de plus en plus incertain. Il est facile de rejeter cette idée comme étant une simple théorie de conspiration. Pourtant, les investissements massifs dans des bunkers ultra sophistiqués ne peuvent pas être ignorés. Ces structures ne sont pas de simples abris contre des catastrophes naturelles, comme une tornade ou un tremblement de terre. Non, ces bunkers sont conçus pour résister à des événements bien plus graves. Des scénarios comme une guerre nucléaire, un effondrement économique mondial ou même une révolte des masses. Ils se préparent à l'apocalypse, mais pas l'apocalypse naturelle, celle d'un système mondial défaillant. Les grandes puissances économiques et politiques savent que, à un moment donné, le système qu'elles ont mis en place pourrait s'effondrer. Le divorce entre les élites et les peuples n'a cessé de se creuser au fil des années, avec des inégalités sociales qui n'ont jamais été aussi extrêmes. Et bien sûr, cette situation est déjà en train de provoquer des tensions sociales énormes, des conflits politiques et des mouvements de protestation dans le monde entier. La question est donc, quand tout cela explosera-t-il ? Si la situation devient incontrôlable, qui, parmi les élites, sera prêt à survivre dans un monde au bord du chaos ? Les bunkers offrent à ceux qui ont l'argent et les moyens de les construire un refuge sûr, un endroit où ils peuvent se retirer et continuer à vivre dans un confort relatif, alors que le monde extérieur sombre dans l'anarchie. Ces bunkers sont dotés de toutes les commodités modernes, systèmes de filtration d'air, réserves de nourriture, systèmes de communication privés. En d'autres termes, il s'agit de villes souterraines autonomes, à l'abri des troubles de surface. Mais pourquoi investir autant dans ces bunkers ? La réponse semble être que ces élites ne se préparent pas uniquement à des catastrophes naturelles, mais à un soulèvement populaire. Lorsque l'on regarde l'évolution de la situation économique, il devient évident que les inégalités deviennent de plus en plus insupportables. Le fossé entre les riches et les pauvres est tellement grand qu'il pourrait provoquer une révolte violente. Les masses commencent à se rendre compte que le système ne fonctionne pas pour eux. Les inégalités sociales et économiques sont devenues telles que la colère gronde. Et c'est là que les élites se préparent. Imaginez un monde où les gens n'ont plus rien à perdre. Quand les conditions de vie deviennent tellement difficiles pour une grande partie de la population que des révoltes éclatent, ces élites auront déjà prévu leur plan de fuite. Elles n'auront qu'à se réfugier dans leurs bunkers, loin de la colère du peuple. Cela peut sembler exagéré, mais si l'on regarde l'histoire, les soulèvements populaires sont souvent les événements les plus dangereux pour ceux qui détiennent le pouvoir. Mais il y a encore plus. Ces bunkers ne sont pas juste des abris pour quelques privilégiés. Ces installations sont aussi un moyen de se protéger contre un monde où les élites pourraient être perçues comme les responsables du désastre global. Les tensions mondiales sont à un niveau jamais atteint, et les élites savent qu'un jour, le vent pourrait tourner. Quand tout s'effondrera, ils devront être prêts à prendre le contrôle du monde de demain. Il ne s'agira pas seulement de survivre, mais de régner à nouveau, de reconstruire le monde selon leurs propres règles. Et il faut reconnaître que ces bunkers représentent aussi un symbole de la fin de l'égalité. Tandis que la plupart des gens luttent pour survivre dans un monde de plus en plus instable, les riches investissent dans des plans d'évasion à l'épreuve de tout. Ces bunkers sont le reflet d'un monde où ceux qui détiennent la richesse et le pouvoir sont de plus en plus isolés, prêts à abandonner les autres à leur sort si nécessaire. Les bunkers ne sont pas seulement des structures physiques, ils sont un symbole du contrôle ultime. Les élites se préparent à un nouvel ordre mondial, où seules les personnes privilégiées auront droit à une place dans un monde qui serait essentiellement leur propriété privée. Il est fort probable que, dans l'esprit de ces élites, un tel contrôle nécessitera des mesures extrêmes pour garantir leur survie.
Quand tout le reste échouera, leur réserve de survie souterraine sera leur dernier bastion de pouvoir et de contrôle. Les bunkers sont donc plus qu'une simple préparation à une catastrophe. Ils sont une affirmation de la domination des élites, une reconnaissance qu'ils prennent des mesures pour se protéger d'un monde qui pourrait un jour leur échapper. Et, si le monde est voué à s'effondrer, ces bunkers seront le dernier refuge des élites, prêtes à repartir à zéro et à reconstruire une société qui leur sera entièrement soumise. Bien que la gematria existe depuis des centaines d'années, et que le codage des langues soit une pratique ancienne, Zach Hubbard soutient que les élites utilisent la gematria de la langue anglaise pour planifier des événements, communiquer entre elles, mais aussi pour dynamiser leurs actions à travers des rituels publics, y compris des sacrifices humains rituels. Selon lui, ces sacrifices prennent la forme de meurtres publicisés ou de décès de personnalités de haut niveau. La théorie de Hubbard est souvent mal comprise. Beaucoup de gens le voient comme un théoricien du complot conservateur et religieux. Pourtant, bien que ses enseignements sur la gematria soient principalement issus de la Bible, il insiste sur le fait que ce système n'est pas intrinsèquement religieux, il est religieux uniquement parce que les élites l'ont rendu ainsi. Selon lui, ce sont les croyances des élites, et non celles des masses, qui orientent l'utilisation de la gematria. C'est dans ce cadre que le système trouve sa place dans des pratiques ésotériques, notamment au sein de la Kabbale, une tradition mystique juive. Une des raisons pour lesquelles Hubbard se retrouve souvent mal compris est son insistance à nommer des groupes comme la franc-maçonnerie et le sionisme comme étant au centre de ces manipulations globales. Il soutient que la gematria, en tant qu'outil, est un moyen pour ces élites de prendre des décisions coordonnées à un niveau mondial. Il va encore plus loin en affirmant que la franc-maçonnerie, qui s'appuie sur la Kabbale, est l'une des institutions principales derrière l'utilisation de la gematria pour contrôler les événements mondiaux. En suivant Hubbard pendant un certain temps, j'ai appris de nombreuses choses intéressantes qui m'ont ouvert les yeux sur une dimension cachée des événements mondiaux. En analysant des faits apparemment aléatoires à travers le prisme de la gematria, il semble qu'il y ait en effet un code sous-jacent qui relie ces événements. Un code caché dans les noms, les dates et les chiffres. Mais la difficulté réside dans le fait que ces prédictions ne sont pas toujours faciles à comprendre ni à anticiper. La relation entre les chiffres et les événements est souvent complexe, et il peut être difficile de discerner comment certains décès ou tragédies sont apparemment planifiés à l'avance. Hubbard a vu ses 18 chaînes YouTube supprimées pour avoir publiquement dénoncé ce qu'il appelle l'influence grandissante de la franc-maçonnerie et du sionisme sur les affaires mondiales, particulièrement à travers la gematria et la Kabbale. Mais au-delà de l'attaque personnelle, il affirme que ces suppressions sont des tentatives de faire taire ceux qui remettent en question les récits dominants. Cela fait écho à une dynamique plus large, celle des censures qui visent à éteindre des voies alternatives, notamment celles qui exposent ce qu'elles considèrent comme les forces cachées à l'œuvre dans notre société. Ce qui est fascinant, et en même temps troublant, dans l'approche de Hubbard, c'est la façon dont il relie des événements tragiques, des morts célèbres et des actions politiques à ce système de gematria. Il semble y avoir des moments où des chiffres ou des symboles réapparaissent de manière frappante autour de certains événements, renforçant l'idée qu'il existe un code caché que seuls certains initiés peuvent comprendre. Beaucoup de gens commencent à se demander pourquoi il y a cette pression croissante pour pousser les populations à abandonner les régimes carnivores, au profit des régimes végétaliens ou végétariens. Et si tout cela n'était pas simplement une question de santé ou de durabilité, mais un plan plus profond, plus sombre, visant à contrôler la population? Voici ma théorie, qui repose sur 2 points essentiels. La viande est cruciale pour la reproduction et les régimes végétaliens maintiennent les gens mal nourris et dociles. En résumé, dépopulation et contrôle. Premièrement, la viande est un aliment riche en nutriments essentiels pour la reproduction et la santé hormonale. C'est un fait biologique, les protéines animales, les graisses saines et les vitamines présentes dans la viande, comme la vitamine B12, le zinc et le fer héminique, sont tous nécessaires pour maintenir un système reproductif sain, tant chez les hommes que chez les femmes. De plus, certaines études ont montré que les régimes pauvres en protéines animales peuvent avoir un effet néfaste sur la fertilité, notamment en réduisant la qualité du sperme chez les hommes et en perturbant les cycles hormonaux chez les femmes. Là où cela devient intéressant, c'est que les élites, celles qui détiennent véritablement le pouvoir, ne sont pas étrangères à ces dynamiques.
Si vous êtes en mesure de contrôler la santé reproductrice d'une population, vous pouvez également contrôler sa taille. En limitant l'accès à la viande, qui est une source de nutrition de haute qualité, vous réduisez les chances de reproduction naturelle saine, favorisant ainsi un vieillissement démographique et un ralentissement des taux de natalité. C'est là qu'intervient le phénomène de dépopulation. Si vous pouvez affaiblir la santé globale des masses, vous réduisez le nombre d'enfants qui naissent, tout en rendant les adultes plus fragiles et moins aptes à se reproduire. L'autre côté de la médaille, c'est l'impact des régimes végétaliens ou strictement végétariens. Ceux qui prônent ces régimes affirment que c'est pour notre bien, pour sauver la planète, ou pour éviter de nuire aux animaux. Mais quel est l'effet réel de ces régimes sur la santé humaine ? Si vous êtes végétalien, vous devez être très attentif pour vous assurer que vous consommez tous les nutriments dont votre corps a besoin. Sinon, vous courez le risque de devenir mal nourri. La plupart des personnes végétaliennes ou végétariennes qui ne prennent pas des suppléments ou ne suivent pas de régime très strict finissent par manquer de nutriments essentiels comme la vitamine B12, le fer, le zinc et les acides gras oméga 3. Tous ces éléments sont cruciaux pour la fonction cognitive, l'énergie et la vitalité générale. Cela a des conséquences pratiques, un corps affaibli, un esprit moins vif, une énergie réduite. Une population de plus en plus mal nourrie est une population plus docile, moins capable de réagir face à l'oppression ou aux abus de pouvoir. Ceux qui sont sous-alimentés sont moins enclins à se rebeller ou à chercher à renverser l'ordre établi. Ils sont plus faciles à contrôler. Le régime végétalien n'est pas simplement une tendance alimentaire, c'est aussi un moyen de maintenir les masses dans un état de soumission par la malnutrition. Cela empêche également les individus de développer une pleine capacité à se reproduire et à s'épanouir, réduisant encore les chances d'une population autonome et en bonne santé. Les élites comprennent que pour maintenir leur pouvoir, il est essentiel de contrôler la croissance démographique. Un monde dans lequel la population continue de croître de manière incontrôlable présente un grand défi pour ceux qui détiennent les ressources et la richesse. Mais en poussant les gens à adopter des régimes qui nuisent à leur santé, comme les régimes végétaliens mal conçus, on peut limiter leur longévité, réduire leur vitalité et les empêcher de se reproduire en nombre suffisant pour constituer une menace. Ajoutez à cela la promotion des contraceptifs et des politiques de contrôle démographique, et vous obtenez un monde dans lequel les élites gardent le pouvoir de décision. Mais la dimension cachée du contrôle passe aussi par la manipulation des choix alimentaires. L'élite sait que l'alimentation est liée à la culture, à l'identité et même à la perception du monde. Si vous pouvez forcer les gens à adopter des habitudes alimentaires qui les privent de la force physique et de la santé mentale, vous pouvez manipuler l'ensemble de la société, en la rendant plus fragile et plus susceptible de suivre les règles imposées. Le changement alimentaire devient ainsi un outil de contrôle social, où la nutrition est utilisée pour affaiblir la résistance et assurer la domination des puissants. Cela soulève la question, et si tout cela faisait partie d'un agenda global plus vaste ? Que se passe-t-il quand les gouvernements, les multinationales et les organisations internationales commencent à faire la promotion massive des régimes végétaliens, tout en imposant des taxes sur la viande, en fermant des abattoirs ou en promouvant des substituts de viande comme des protéines végétales ou des viandes synthétiques ? Ces initiatives peuvent sembler bien intentionnées en surface, mais qu'en est-il sous la surface ? Si l'on examine de plus près, on voit qu'elles contribuent non seulement à réduire l'empreinte écologique, mais aussi à contrôler la population par la manipulation de l'alimentation. Ces mesures ne sont pas uniquement un combat contre le changement climatique, mais un moyen de maintenir une population vulnérable, dépendante et manipulable. Il est curieux de constater à quel point, dans notre société actuelle, la religion chrétienne semble être la cible principale de moqueries et de dénigrement. Il est non seulement socialement acceptable de se moquer des chrétiens, mais c'est presque devenu une norme. En revanche, si vous critiquez certaines autres religions ou groupes, vous êtes immédiatement étiqueté comme antisémite, islamophobe, ou pire encore. Pourquoi ce double standard ? Pourquoi cette obsession à dénigrer une religion et ses adeptes, alors qu'au même moment, d'autres groupes bénéficient d'une protection quasi sacrée, non seulement de la part des géants des médias sociaux qui sont largement contrôlés par les élites mondiales mais aussi des masses bien endoctrinées ? Cela soulève une question fondamentale, pourquoi déteste-t-on autant le christianisme, et pourquoi ce dénigrement est-il encouragé, voire institutionnalisé ? Je crois que la réponse à cette question réside dans un plan plus vaste,
un agenda que beaucoup ne veulent pas reconnaître, mais qui est pourtant en train de se réaliser sous nos yeux. Je n'entrerai pas dans les détails complexes des protocoles des sages de Sion, car beaucoup ont tenté de les discréditer, les qualifiant de faux. Mais, de toute façon, vous avez probablement remarqué que certaines des choses qu'ils annoncent semblent étrangement se réaliser dans le monde actuel. Ce document, qui aurait été rédigé en 1903, décrit un plan ambitieux pour la domination mondiale par les élites sionistes et maçonniques. Bien qu'il ait été largement rejeté comme étant un « forgerie », faux, force est de constater que plusieurs des événements qu'il décrit semblent s'accomplir sous nos yeux. L'un des aspects les plus frappants du document est la manière dont il prédit le contrôle des médias, l'incitation à des guerres mondiales, et surtout, la destruction de la religion et de la morale traditionnelle. Les élites qui l'ont écrit semblent avoir un objectif clair: remplacer la foi en Dieu par un culte du matérialisme, une société où les valeurs spirituelles et religieuses seraient totalement effacées. Et cela, je crois, est précisément ce qui est en train de se passer. Le point qui mérite d'être souligné ici est le protocole d'IS-4, qui traite spécifiquement du remplacement de la religion par le matérialisme. Ce n'est pas un simple changement culturel, mais un changement radical dans la façon dont les masses percevraient le monde et leurs valeurs fondamentales. Le but de ce plan est d'éroder lentement la croyance en Dieu, de supprimer la spiritualité et de mettre en place un système basé sur des valeurs matérialistes et consuméristes. En effet, ce plan décrit comment un monde sans Dieu, un monde dénué de principes religieux et moraux, serait beaucoup plus facile à contrôler. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons dans une époque où de plus en plus de jeunes se détournent de la religion. Le christianisme, en particulier, est ridiculisé et dévalorisé, tandis que les valeurs chrétiennes sont systématiquement attaquées dans les médias, à l'école, et dans la culture populaire. Aujourd'hui, une large partie de la jeunesse est non seulement indifférente à la religion, mais elle se laisse entraîner dans une spirale de décadence, addiction à la pornographie, consommation de drogue, prostitution via des plateformes comme OnlyFans, comportements dégradants et amoraux. De plus en plus de jeunes rejettent ouvertement la figure de Dieu, et surtout, la figure de Jésus-Christ, qu'ils moquent et ridiculisent sans aucune réserve. Ce phénomène ne peut être réduit à une simple évolution des valeurs sociales. C'est, selon moi, le résultat d'une longue manipulation orchestrée par ceux qui détiennent le pouvoir et cherchent à éroder les bases spirituelles et morales de la société. Le but ? Faciliter le contrôle des masses en les privant de leur boussole morale. Un peuple sans foi, sans repères spirituels, devient une population plus facilement manipulable, plus sujette à la consommation, à la distraction et à l'aliénation. Un autre aspect intéressant des protocoles des sages de Sion est la manière dont ces auteurs, bien qu'affirmant croire en Dieu et se considérant comme les élus de Dieu, insistent sur le fait qu'il ne faut surtout pas que le peuple croie en Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la croyance en Dieu est un obstacle majeur à leur pouvoir. Une population pieuse, une population qui croit en des principes supérieurs et transcendants, est difficile à manipuler. Les auteurs des protocoles le disent clairement: pour contrôler les masses, il faut détruire leur foi. Et pour cela, il faut absolument interdire l'idée de Dieu dans l'espace public, particulièrement l'idée de Jésus-Christ. Pourquoi cette obsession de supprimer le nom de Jésus ? Parce que le christianisme représente l'ultime remise en question du pouvoir terrestre. Jésus-Christ prône la vérité, la justice et l'amour de son prochain. Ces valeurs sont incompatibles avec un ordre mondial fondé sur le contrôle, l'exploitation et la soumission. Pourquoi, alors, cette haine particulière du christianisme, quand d'autres religions bénéficient d'une certaine forme de protection, même en cas de critique ? La réponse semble être que le christianisme est un obstacle fondamental à la vision des élites. Le christianisme, et plus spécifiquement la figure de Jésus-Christ, incarne un idéal de liberté spirituelle et morale, de rédemption et de justice divine. En détruisant cette foi, en ridiculisant et en marginalisant les chrétiens, on empêche l'émergence d'une résistance véritable à l'oppression. Les autres religions, bien que parfois aussi persécutées, ne représentent pas la même menace pour l'ordre établi. Elles ne sont pas perçues de la même manière comme un défi à la domination mondiale des élites. Il y a une volonté systématique de décrédibiliser et de démoraliser ceux qui croient en Jésus-Christ, car cette foi est intrinsèquement révolutionnaire. Elle enseigne la dignité de chaque individu, le refus de l'injustice et la quête d'un royaume spirituel supérieur à tout pouvoir terrestre.
Dans un monde où l'élite cherche à instaurer un contrôle total, une population chrétienne reste une menace potentielle. Les élites et l'utilisation de la pornographie pour manipuler les générations futures. C'est une théorie qui suscite de vives émotions et un certain malaise, mais qui, selon certains, expliquerait l'ascension de certaines pratiques et la façon dont elles pourraient être utilisées pour façonner la société. L'idée centrale derrière cette théorie est que les élites auraient délibérément permis, voire encouragé, la prolifération de la pornographie sur Internet pour influencer et manipuler une génération entière, en la conditionnant à accepter et soutenir des idées considérées comme immorales ou malveillantes. L'idée principale de cette théorie est que les élites, conscientes de leur pouvoir sur les moyens de communication et les plateformes numériques, auraient délibérément permis à la pornographie de se diffuser massivement et sans contrôle. En rendant la consommation de contenu pornographique aussi facile d'accès que de simples clics, elles auraient modifié les comportements des jeunes générations, créant une normalisation de pratiques perçues comme déviantes. Cette accessibilité à la pornographie en ligne aurait, selon les défenseurs de cette théorie, un impact profond et néfaste sur la psychologie et les comportements des individus. L'argument ici est que, en exposant une génération entière à des images et à des idées qui dégradent la sexualité humaine, on crée une culture de la permissivité où l'on accepte des actes de plus en plus extrêmes sans jugement moral. C'est un changement subtil, presque invisible, mais qui pourrait avoir des conséquences profondes sur l'évolution de la société. Dans cette perspective, il ne s'agirait pas simplement de consommation d'un type de contenu, mais plutôt de l'impact psychologique profond que cela peut avoir. L'idée est que la pornographie, en tant que produit de consommation de masse, déforme progressivement les perceptions des jeunes adultes sur les relations humaines, l'intimité et le consentement. Ceux qui grandissent dans cet environnement deviendraient moins sensibles aux conséquences morales de leurs actions, et plus enclins à accepter des comportements plus extrêmes, voire à y participer activement. Les partisans de cette théorie soutiennent qu'une telle condition, combinée à des campagnes de marketing bien orchestrées, pourrait transformer la société, rendant les masses plus dociles et plus acceptantes de l'inacceptable, ce qui, selon eux, jouerait en faveur des élites. L'idée est que la dissolution des limites morales rendrait les masses plus vulnérables aux manipulations de ceux qui détiennent le pouvoir, qu'il s'agisse de grandes entreprises, de gouvernements ou d'autres entités puissantes qui cherchent à imposer leur agenda. Certains vont encore plus loin en suggérant que la normalisation de la pornographie et des comportements qu'elle promeut n'est qu'une partie d'un plan plus large pour préparer la société à des révélations choquantes sur les pratiques des élites elles-mêmes. En rendant les gens plus insensibles et indifférents aux comportements extrêmes, ces élites pourraient rendre plus facile l'acceptation de leurs actions, même si elles sont moralement répréhensibles ou violentes. Les théoriciens de cette idée pensent que, si un jour les pratiques secrètes des élites, comme celles autour de la pédocriminalité, du sacrifice humain, ou d'autres comportements encore plus extrêmes, venaient à être révélés, la société serait suffisamment conditionnée pour non seulement accepter ces révélations, mais aussi les soutenir. Ce serait un processus de normalisation, où des actes auparavant impensables seraient rendus banals et même populaires, de sorte que les masses ne réagiraient pas aux horreurs des révélations, mais les accepteraient comme faisant partie d'une nouvelle normalité. Il existe également un aspect de cette théorie qui suggère que cette manipulation des jeunes générations ne se limite pas simplement à la pornographie, mais s'étend à une forme de vampirisme psychologique et énergétique. L'idée ici est que, en manipulant les jeunes et en les exposant à des expériences traumatisantes, les élites pourraient exploiter cette énergie mentale et émotionnelle pour renforcer leur propre pouvoir, une sorte de rituel d'exploitation collective. Certaines personnes croient que cette exploitation des jeunes générations va au-delà de l'aspect économique et social, il s'agirait d'un rituel énergétique où l'individualité des jeunes est dégradée et leur pouvoir d'action est réduit, les transformant en êtres dociles, prêts à soutenir l'agenda de ceux qui les dominent. La pornographie, en tant que produit de contrôle de masse, serait l'un des outils principaux utilisés pour mettre en place ce processus de soumission. Ce n'est pas une question de climat. Ce que nous voyons actuellement, ce n'est pas une crise climatique ou un accident de parcours. C'est un plan délibéré et calculé pour maintenir les masses sous contrôle. Ce n'est pas le changement climatique qu'ils veulent contrôler, c'est la vie de chaque individu, la vie de millions de personnes, et surtout, leur dépendance totale au système qu'ils ont créé. Le véritable objectif est de créer une pénurie de ressources,
d'augmenter l'inflation, de rendre tout le monde pauvre et dépendant, afin de les maintenir dans un état de soumission totale. Les élites ont un contrôle absolu sur l'économie et sur l'avenir, et elles comptent bien le garder. Tout commence par limiter les ressources. On nous dit qu'il y a une crise énergétique, mais si vous regardez de plus près, vous réaliserez que c'est une stratégie délibérée. Nous avons toujours eu accès à des sources d'énergie abondantes, mais l'élite a choisi de restreindre l'accès à ces ressources pour augmenter les prix et, par conséquent, réduire notre pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce qu'en créant cette pénurie, ils rendent la population dépendante des grandes entreprises, des gouvernements et de la technologie. C'est un mécanisme de contrôle qui nous prive de notre autonomie, tout en augmentant leur pouvoir sur nous. Prenez l'exemple de l'énergie verte. Au lieu de favoriser les solutions qui permettraient une transition raisonnable et accessible, elles ont imposé des technologies coûteuses, tout en tuant les secteurs de l'énergie fossile qui étaient bien plus rentables pour les gens ordinaires. C'est exactement ce que veulent les élites, garder les masses asservies à des prix inaccessibles, tout en contrôlant la production d'énergie. Si vous ne pouvez pas vous permettre l'énergie, vous êtes obligé de dépendre d'eux. L'inflation, c'est une autre arme puissante dans les mains des élites. Lorsque les prix des produits de première nécessité augmentent, la classe moyenne et les pauvres sont les plus touchés. Que se passe-t-il alors ? Nous sommes obligés de travailler plus, de nous endetter davantage, et de perdre lentement tout ce qui fait de nous des individus libres. Au final, les salaires stagnent, les prix explosent, et vous êtes dans un piège financier d'où il est impossible de sortir. Ce système est fait pour nous rendre accros à la dette. C'est bien plus qu'un simple problème économique. C'est une manipulation calculée. En nous enfermant dans une spirale de dette, les élites font en sorte que nous soyons incapables de remettre en question leur pouvoir. Nous sommes tous piégés dans un système qui profite à ceux qui ont les moyens d'acheter le pouvoir et de diriger le monde. Tout ce que nous avons à faire, c'est suivre les règles qu'ils ont définies pour nous. Si vous pensez que vous avez une chance de vous échapper, vous vous trompez lourdement. Le jeu est fait pour que vous perdiez. Ce qui est vraiment en jeu ici, c'est la dépendance totale à l'État. Les élites savent que si elles réduisent les ressources et créent un climat de crise permanente, elles auront l'emprise totale sur la société. Les gens ne pourront pas survivre sans l'aide des gouvernements ou des grandes corporations. Vous serez forcés de jouer selon leurs règles. Si vous ne pouvez pas acheter vos ressources de base, vous serez contrôlé par des programmes d'assistance sociale, mais ces programmes ne sont jamais suffisants pour vous libérer. Ils ne font que vous garder sous contrôle. Ce qui est frappant dans ce système, c'est qu'il fait en sorte que les pauvres restent pauvres et que les riches deviennent plus riches. Les élites, elles, sont protégées par leurs connexions, leurs investissements et leur contrôle des ressources. Pendant ce temps, le reste de la population lutte, se débat, mais finit par accepter la situation parce qu'il n'y a pas d'alternative viable. Ils ont réduit vos options, et vous n'avez qu'un seul choix, rester dans le système, travailler pour eux, et accepter le statu quo. C'est là où tout ça prend un sens plus sombre, les élites ne veulent pas simplement nous contrôler économiquement, elles veulent nous surveiller constamment. Elles créent des mécanismes qui permettent à l'État et aux grandes entreprises d'avoir une visibilité constante sur nos vies, nos comportements, et nos interactions. La surveillance numérique, les bases de données centralisées, et les politiques de contrôle social rendent impossible toute résistance sérieuse. Vous êtes surveillé en permanence et tout comportement, récalcitrant, peut être réprimé instantanément. Cela va au-delà de la simple économie. Les élites construisent un système où toute forme d'autonomie devient impossible, et tout ce que vous ferez sera dirigé, contrôlé, et surveillé par eux. Quand vous êtes dans la pauvreté, vous êtes aussi dans un état de vulnérabilité psychologique et sociale, ce qui vous rend plus facile à manipuler. En fin de compte, ce que veulent les élites, ce n'est pas seulement de nous maintenir dans un état de soumission économique, mais de détruire notre indépendance, notre capacité à penser par nous-mêmes et à agir de manière autonome. En contrôlant l'accès aux ressources, en nous rendant dépendants de leur aide, et en infligeant des crises permanentes, elles nous prennent notre pouvoir personnel. Vous êtes piégé dans un système où chaque aspect de votre vie, de votre emploi à votre alimentation, dépend des décisions prises par les élites. Le vrai but de tout cela, c'est de nous laisser sans choix, sans alternative, sans pouvoir. Ils veulent nous voir lutter pour le peu qu'ils nous laissent, et surtout, ils veulent nous empêcher de nous unir et de nous révolter.
C'est ce qu'ils craignent le plus. Mais tant que vous restez dans ce système, vous ne verrez jamais la sortie. Il est fascinant de voir à quel point les élites mondiales ont réagi face à la montée de mouvements comme Occupy Wall Street, qui ont secoué leur pouvoir et mis en lumière l'injustice de la répartition des richesses. Leurs actions après cela sont une démonstration de stratégie pure. En réponse à cette menace, elles ont habilement et rapidement orchestré la montée du wokisme, une idéologie qui, bien que se présentant comme une lutte contre l'injustice sociale, a en réalité été utilisée pour diviser les gens et détourner l'attention du véritable problème, les inégalités économiques. Le système a tellement bien fonctionné que, aujourd'hui, nous sommes plus divisés que jamais. Les gens qui devraient être unis contre la concentration du pouvoir et de la richesse sont désormais occupés à s'affronter sur des questions sociales, comme le racisme, l'homophobie ou la xénophobie. Ces problèmes sont réels et doivent être traités, mais ils ont été exploités, amplifiés et déformés à tel point que les vrais enjeux sont souvent noyés dans ce brouillard de division. Ce qui se cache derrière cette stratégie, c'est une peur profonde des élites, celle de voir les pauvres, les travailleurs, les laissés pour compte des systèmes économiques, se rassembler pour prendre le pouvoir et changer l'ordre établi. C'est ce qu'elles redoutent plus que tout. Parce qu'elles savent que ce genre de soulèvement, quand les masses s'unissent pour exiger un changement radical, est l'une des forces les plus puissantes et les plus violentes de l'histoire. Elles l'ont vu lors de la Révolution française, de la Révolution russe, et même des révolutions communistes qui ont secoué le monde. Chaque fois, ce sont les inégalités économiques qui ont été le déclencheur de ces changements révolutionnaires. Les élites ont donc compris qu'elles devaient diviser la population pour éviter une révolution sociale. Elles ont choisi des outils puissants, le racisme, l'homophobie, la xénophobie, des sujets sensibles et qui touchent les gens profondément. Ces enjeux, bien qu'importants et devant être combattus, ont été poussés à l'extrême pour créer une hystérie sociale, une division où les gens se battent entre eux plutôt que de s'unir contre la source du problème, à savoir les inégalités économiques. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Les républicains et les démocrates, par exemple, se déchirent sur des questions sociales alors que, dans le fond, ils ont un problème commun beaucoup plus grave, la disparité de richesse qui continue de se creuser chaque année. Les élites, qu'elles soient dans les grandes entreprises, les banques ou dans d'autres secteurs, continuent d'accumuler une part toujours plus grande des richesses mondiales. Et pendant ce temps, les gens, à la fois à droite et à gauche, sont distraits par des débats sur des sujets secondaires, tandis que leurs conditions de vie se détériorent à cause de l'injustice économique. Il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement une question de politique de gauche ou de droite. Les élites sont capables de jouer des deux côtés du spectre politique, car l'enjeu est ailleurs, il s'agit de maintenir un système qui profite à une poignée de personnes au détriment de la majorité. C'est pourquoi l'énorme disparité de richesse qui existe aujourd'hui est en réalité le problème le plus important, bien plus que les divisions sociales créées par la politique identitaire. Le piège dans lequel nous sommes tous tombés est qu'au lieu de nous unir contre l'injustice économique, nous nous retrouvons à nous battre les uns contre les autres sur des sujets de plus en plus fragmentés. Si les gens se rendaient compte de cela et se regroupaient autour d'une plateforme politique anti-élite, une plateforme qui lutte contre la concentration du pouvoir économique et la corruption systémique, cela deviendrait un mouvement absolument irrésistible. Et c'est exactement ce que les élites veulent éviter. Elles ne permettront pas que cela se produise, et pour ce faire, elles continueront de diviser les populations de toutes les manières possibles, sur la base de la race, du genre, de la sexualité, de la nationalité, tout ce qui peut détourner notre attention de l'ennemi commun. Le plus grand problème aujourd'hui est que, bien que nous soyons nombreux à ressentir ce malaise face aux inégalités économiques, beaucoup de gens ne sont tout simplement pas prêts à le voir à cause de la manière dont l'information et la propagande sont manipulées. Dès que quelqu'un soulève ce genre de débat, il est étiqueté de raciste, homophobe ou antisémite, peu importe ce qu'il dit. Ce manque de nuances fait que les vraies questions, celles qui affectent nos vies à un niveau fondamental, restent dans l'ombre. Pourtant, la solution n'est pas de nier les problèmes de racisme, de sexisme ou d'intolérance. Bien sûr, nous devons tous travailler pour un monde plus juste et égalitaire. Mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue que la grande question du XXIe siècle, celle qui façonne l'avenir de notre société, c'est l'immense fossé entre les riches et les pauvres, un fossé qui se creuse à chaque génération.
Si nous arrivions à dépasser ces divisions et à nous concentrer sur ce qui nous unit, l'injustice économique, alors ce combat serait gagnable. Mais les élites savent que si cela arrivait, leur pouvoir serait menacé. Et c'est précisément ce qu'elles craignent. Les élites vénèrent Satan parce que cela fonctionne. Ceux qui sont au sommet du pouvoir semblent suivre des règles et des pratiques secrètes qui échappent à la majorité. Parmi ces croyances mystérieuses et controversées, l'adoration de Saturne, ou plus précisément Satan, revient fréquemment. Certains diront qu'il s'agit d'une superstition, d'une simple conspiration, mais quand on examine l'ensemble du tableau, il devient difficile de nier que cette adoration semble avoir des résultats concrets et puissants, surtout pour ceux qui y adhèrent. Pourquoi cette obsession avec Saturne ? Pourquoi ces élites sont-elles prêtes à s'engager dans des pratiques aussi sombres et occultes ? La réponse est simple, ça marche. Il est difficile de comprendre, pour ceux qui n'en font pas partie, ce qui pousse des individus extrêmement puissants et intelligents à se livrer à des rituels occultes. Mais lorsqu'on regarde l'histoire de près, on voit un motif récurrent, l'adoration de Saturne et du satanisme semble fournir aux élites un accès à des pouvoirs qui, dans le monde physique, sont indéniablement efficaces. Saturne, dans l'astronomie et la mythologie, est souvent associé à des concepts de pouvoir et de contrôle. Dans le domaine occulte, Saturne est vu comme le dieu du temps, des limites et des structures de contrôle. Ces thèmes de domination et de maîtrise du temps sont cruciaux pour ceux qui cherchent à contrôler les masses et à maintenir un pouvoir héréditaire sur des générations. Ils ne cherchent pas seulement à accumuler des biens matériels ou à dominer politiquement, ils cherchent à prolonger leur existence, à contrôler leur destin au-delà des limites humaines naturelles. Et pour eux, la magie de Saturne semble offrir cette possibilité. Le véritable cœur de cette croyance occulte repose sur l'idée que le sang des jeunes, des innocents, possède des pouvoirs extraordinaires. Il existe des rumeurs et des spéculations persistantes sur des pratiques où les élites, souvent en secret, se livreraient à des rituels de sacrifice humain pour en récolter les bénéfices. Il a été suggéré que le sang des jeunes contient des propriétés régénératives, notamment grâce à une molécule appelée adrénochrome. Bien que cette théorie soit controversée, il existe des preuves anecdotiques et historiques qui alimentent cette croyance. De plus, il existe des histoires selon lesquelles les élites se livreraient à des pratiques de vampirisme symbolique, drainant la vitalité des jeunes pour maintenir leur pouvoir, leur jeunesse et leur santé. C'est ce qu'on pourrait appeler une forme de luciérisme parasitaire, où les puissants utilisent ceux qu'ils considèrent comme inférieurs pour se maintenir au sommet, à travers des sacrifices rituels ou des manipulations éthiques et physiques. Ce n'est pas simplement une question de foi ou de superstition, mais plutôt une pratique pragmatique dans un monde où l'argent et le pouvoir se trouvent dans des zones d'ombre et où la vie éternelle semble être l'ultime récompense à cette quête. On pourrait se demander pourquoi ces élites choisissent de suivre des rituels aussi sombres et destructeurs. Certains y verront des pratiques sataniques pour obtenir la gloire et la richesse, mais la réalité est peut-être encore plus sinistre. Car, selon certains, ces rituels ne sont pas seulement un moyen de s'attirer des pouvoirs spirituels, mais aussi de garantir la domination mondiale. Lorsque l'on parle de vendre son âme, il ne s'agit pas seulement de faire une promesse symbolique à une entité malveillante. Il s'agit de s'engager dans une série de transactions mystiques et mondaines où le sacrifice, qu'il soit personnel ou collectif, fait partie du prix à payer. Il est facile de ridiculiser l'idée d'un pacte avec le diable, mais si l'on regarde les dirigeants du monde, les compromis immoraux et les manipulations de masse, il devient difficile de nier qu'il y a bien une sorte de magie cachée dans l'ombre de ces pratiques. L'argument principal ici est que cela fonctionne. Les élites qui suivent ces voies occultes, qui se livrent à des pratiques comme les sacrifices humains et l'adoration de Saturne, semblent bénéficier de récompenses tangibles. Regardez les grands noms de l'histoire, ceux qui ont dominé la scène politique et économique pendant des décennies. À chaque génération, il y a une poignée d'individus qui semblent détenir la clé de tout, un pouvoir presque inaltérable, qui ne fait que se renforcer avec le temps. Alors que les masses s'épuisent dans une course sans fin pour survivre, ces individus restent intangibles, presque immortels dans leur ascension. Malgré toutes ces théories, il reste un espoir pour ceux qui croient en la justice divine, le jugement dernier. Que vous y croyez ou non, l'idée qu'un jour, l'équilibre moral et spirituel sera rétabli, que les puissants qui se croient au-dessus de la loi seront jugés pour leurs crimes, est une lueur d'espoir dans un monde où le mal semble prospérer.
Il y a quelque chose d'étrangement suspect dans la façon dont les TED Talks sont présentés au grand public. On nous les vend comme des conférences éducatives et inspirantes, des lieux de débat où les idées les plus innovantes voient le jour. Mais au fond, est-ce vraiment ce qui se cache derrière cette façade ? J'ai commencé à me poser cette question après avoir vu une vidéo qui semblait offrir des idées profondes et stimulantes, mais dès que j'ai commencé à en regarder davantage, un schéma est devenu clair. La plupart des conférences TED abordent des sujets comme le développement durable, l'éducation progressiste, ou même la technologie de demain, mais, à y regarder de plus près, il semble que tout cela serve un objectif plus grand, l'agenda des élites mondiales. C'est presque comme si TED était un outil de propagande, une plateforme où des idées qui servent à maintenir l'ordre actuel sont subtilement imposées au public sous couvert de progrès. Quand je regarde les intervenants invités à TED, il y a une nette tendance à promouvoir des sujets qui, bien qu'ayant l'air de défendre des causes nobles, sont en réalité souvent en ligne avec les intérêts des plus grandes corporations ou des gouvernements mondiaux. Tout se résume à une série de sujets soigneusement choisis, destinés à modeler l'opinion publique de manière à accepter les changements qu'on nous impose progressivement. C'est comme si l'élite nous disait « Voici ce que vous devez penser, voici les idées qui doivent vous inspirer, et voici comment vous devez voir le monde. » Et bien sûr, ces idées ne menacent jamais vraiment le système établi, elles le renforcent plutôt. Mais ce qui est encore plus dérangeant, c'est la façon dont certaines conférences inattendues ou plus radicales sont subitement bannies ou retirées. J'ai découvert qu'il existe tout un cimetière de TED Talks qui ne sont plus disponibles sur la plateforme principale, des conférences que l'on peut encore trouver sur des sites comme YouTube, souvent sous le nom de TED Talk interdit. Pourquoi ces vidéos ont-elles été retirées ? Certaines de ces conférences abordaient des sujets qui mettaient en lumière des vérités trop gênantes, qui pointaient des failles dans le système que TED prétend promouvoir. Un exemple frappant est celui de Russell Brand, qui a donné une conférence où il critique l'hypocrisie de l'élite mondiale et la manipulation des masses. Ce genre de discours n'a pas sa place dans un événement comme TED, car il dérange le statu quo. On y parle de pouvoir concentré, de contrôle des médias, de fausses narratives imposées par ceux qui dirigent vraiment le monde. Des idées comme celles-ci ne sont pas seulement inconfortables, elles sont dangereuses pour ceux qui profitent de la situation actuelle. C'est pourquoi elles sont souvent étouffées. Quand on prend du recul et qu'on regarde le fil conducteur des TED Talks, on remarque qu'il y a des thématiques récurrentes qui semblent être là pour préparer le public à accepter des choses qui, autrement, seraient inacceptables. La technologisation de la société, l'acceptation de la surveillance généralisée, ou encore l'idée que l'individu doit se soumettre à un système global pour le bien de la planète. Ces messages sont en quelque sorte dissimulés sous l'apparence de la modernité et du progrès, mais leur but est de renforcer l'emprise des élites sur la société. Et puis, il y a cette fameuse question, pourquoi ces TED Talks sont-ils censurés ? Un TED Talk apparemment inoffensif peut être banni parce qu'il révèle des vérités qui vont à l'encontre des intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir. Loin d'être simplement une plateforme pour des idées inspirantes, TED devient une manière de propager des messages qui façonnent le monde selon les désirs des élites. On nous dit que l'avenir du travail passera par la surveillance constante, que nous devons accepter la montée de l'intelligence artificielle et que les inégalités sont inévitables, car elles font partie du processus naturel d'évolution de la société. Et bien sûr, si un sujet touche des cordes sensibles, comme la concentration de richesses ou la manipulation des masses par les grandes entreprises, il est rapidement mis sous silence. Les TED Talks ont un agenda précis, et si quelqu'un se permet de dévier de cette ligne, il devient un cible. Les Simpsons ne sont pas seulement une série comique, mais un outil occulte utilisé par les élites pour révéler des événements à venir. Oui, vous avez bien entendu. De nombreuses prédictions apparemment précises, qui semblent se concrétiser avec une étonnante exactitude, sont en réalité vues par certains comme des messages cachés, destinés à préparer l'opinion publique à ce qui va venir. Matt Groening, le créateur de The Simpsons, serait, selon les partisans de cette théorie, bien plus qu'un simple scénariste. De par ses liens avec certains cercles influents, il serait supposé faire partie de l'élite occulte, une élite qui manipule les événements mondiaux à travers des symboles, des messages codés et des révélations anticipées. Ces membres de l'élite, souvent perçus comme des Illuminati ou des adeptes de sociétés secrètes comme les francs-maçons,
utiliserait des moyens comme les médias populaires pour conditionner le public à accepter des changements avant qu'ils ne se produisent réellement. Dans cette perspective, des événements comme l'élection de Donald Trump, la pandémie de Covid-19, ou même l'attaque du 11 septembre, seraient non seulement prévus par la série, mais également programmés pour se produire à des moments précis, afin de provoquer des réactions planifiées de la part de la population. Les prédictions faites dans Les Simpsons ne sont donc pas de simples coïncidences. Elles sont vues comme des instruments de préparation psychologique, des façons pour l'élite d'annoncer de manière cryptée ce qui se prépare. Certains exemples sont frappants. La présidence de Trump, un épisode de The Simpsons de 2000 montre Donald Trump en tant que président des États-Unis, bien avant qu'il ne se lance en politique. Il ne s'agit pas d'une simple blague de série, mais d'une image assez précise de ce qui allait se produire. Ceux qui croient en cette théorie suggèrent que cet épisode ne fait pas que prédire l'événement, mais qu'il le planifie, en inscrivant ce scénario dans l'esprit des téléspectateurs comme une réalité possible à accepter. Le scandale de l'épidémie de Covid-19, dans un autre épisode, diffusé bien avant l'apparition de la pandémie, les Simpsons ont évoqué une maladie semblable au Covid-19 et une crise sanitaire mondiale. Pour certains, ce n'est pas de la simple chance. Ces prédictions sont vues comme des programmes cachés, conçus pour rendre les gens moins choqués lorsqu'ils vivront réellement ces événements. Le 11 septembre, il existe également des allusions dans la série à des événements qui ressemblent étrangement à l'attaque du World Trade Center, comme un épisode où des avions volent directement dans un bâtiment, avec des images presque identiques à celles de l'attentat. Les théoriciens du complot affirment que ces images étaient non pas une coïncidence, mais une façon de préparer les esprits à accepter l'inacceptable, comme si l'événement avait été anticipé et qu'il fallait maintenant l'intégrer dans le subconscient collectif. En plus des prédictions, il y a une autre facette à ce phénomène des Simpsons. Les symboles occultes et les messages subliminaux sont omniprésents dans la série. Chaque épisode contient des références discrètes aux Illuminati, aux francs-maçons, et à des récits ésotériques, souvent sous forme de symboles dans l'architecture, la culture populaire, ou même dans des dialogues. L'idée est que ces images ne sont pas là par hasard, mais qu'elles servent à influencer les esprits et à conditionner les masses à un avenir qu'ils ont déjà planifié. Les triangles, les yeux qui voient tout, et même des allusions à des rites sataniques sont fréquemment intégrés dans la série. Ces symboles sont des moyens pour les élites occultes de communiquer entre elles, tout en masquant leur véritable intention. C'est une manipulation subtile, mais efficace. Selon cette théorie, ces prédictions ne servent pas seulement à annoncer les événements à venir, mais à désensibiliser le public. En exposant les gens à des idées et des événements choquants dans un cadre humoristique et décalé, les créateurs de la série semblent vouloir rendre les événements réels plus faciles à accepter lorsqu'ils se produisent. Si quelque chose de tragique ou de perturbant a déjà été montré à la télévision dans un cadre absurde, les gens sont moins susceptibles de réagir de manière excessive lorsqu'ils le vivront réellement. Cette approche est une forme de conditionnement mental. Si l'on croit que Matt Groening et ses collaborateurs font partie de ce système occulte, alors la série pourrait bien être un instrument de contrôle des masses à travers la culture populaire. Tout est question de manipulation psychologique, de préparation mentale et de conditionnement. À travers des apparitions subtiles de symboles occultes et des prédictions, les Simpsons ne font pas que divertir, mais programment l'esprit collectif pour qu'il accepte la prochaine étape du plan de l'élite. C'est une forme d'autoréalisation où les événements qu'ils ont prédits se produisent en raison de l'exposition répétée de ces idées à la population. Et bien sûr, lorsque ces événements arrivent, ceux qui ont été préparés par la série seront plus enclins à les accepter comme étant simplement destinés à arriver, plutôt que de les voir comme des plans soigneusement orchestrés par ceux qui détiennent le pouvoir. Il existe des mythes et des légendes anciennes qui, au fil des siècles, ont traversé les âges, souvent déformés, oubliés ou ignorés. Parmi ces mythes, l'une des figures les plus terrifiantes est celle de Moloch. Un dieu ancien, cruel et insatiable, auquel les peuples d'autrefois sacrifiaient leurs enfants pour apaiser sa faim vorace. Moloch, symbole d'un pouvoir destructeur, représentait la volonté de sacrifice absolu, d'une soumission totale à une force qui ne se satisfait jamais. Et si je vous disais que ce culte, loin d'être une relique d'un passé révolu, a survécu à travers les âges et qu'il existe encore aujourd'hui, caché dans les recoins obscurs du pouvoir mondial. Ce n'est pas une simple théorie,
c'est une réalité bien plus proche de nous que l'on veut nous faire croire. L'élite mondiale, ces individus qui détiennent les rênes du pouvoir économique, politique et médiatique, se livrent à des rites anciens, loin des yeux du public. Ils vénèrent Moloch, non pas de manière ouverte, mais à travers des pratiques secrètes, des rituels occultes où les enfants sont offerts en sacrifice à un dieu insatiable. Ce n'est pas une métaphore, l'appétit de Moloch, comme l'appétit du pouvoir qu'il incarne, est littéralement inextinguible. Tout ce qui lui est sacrifié n'est qu'un maigre tribut à une entité qui réclame toujours plus, et qui ne se contente jamais de ce qui lui est donné. Les cérémonies de ces élites, bien qu'enveloppées de mystères, ont été évoquées dans de nombreuses enquêtes et témoignages qui font état d'événements où de jeunes vies sont prises, dans un sens symbolique et parfois littéral. Ces sacrifices ne se limitent pas aux enfants au sens strict, mais à toute forme de pureté, d'innocence, d'espoir d'un avenir meilleur. Ce sont ces qualités que l'élite veut anéantir, parce qu'elles incarnent une menace à leur contrôle. L'objectif de ces sacrifices modernes ? Satisfaire Moloch, oui, mais aussi maintenir un contrôle absolu sur une population qu'ils considèrent comme inférieure. Tout comme Moloch ne se contente jamais de ce qui lui est donné, l'élite ne se contente jamais de ce qu'elle possède. Elle veut plus. Elle veut garder le pouvoir, manipuler les masses, et détruire toute possibilité de résistance. Les enfants, symboles de potentiel, d'avenir et de renouveau, sont utilisés pour renforcer ce pouvoir et l'ancrer toujours plus profondément dans un système qui broie les âmes. Aujourd'hui, ce culte de Moloch peut se manifester de manière plus subtile. Il n'est plus nécessaire de construire de grands temples ou d'allumer des feux de sacrifice. Les sacrifices peuvent être symboliques, la manipulation des masses par les médias, la marchandisation des jeunes vies, l'exploitation des plus vulnérables, le conditionnement des enfants à obéir sans poser de questions. Chaque génération sacrifiée, chaque rêve brisé, alimente ce système de contrôle. L'appétit de l'élite reste insatiable, et plus ils consomment, plus ils veulent. Les médias, les grandes entreprises, les gouvernements tous sont complices d'une certaine manière de ce culte moderne. Ils créent des systèmes qui alimentent ce cycle sans fin de consommation, de contrôle et de sacrifice. Et, comme dans les anciennes légendes, les innocents sont toujours les premiers à être pris dans cette spirale. Ce n'est pas seulement une question de politique ou de pouvoir économique. C'est une lutte contre l'essence même de l'humanité, contre l'espoir, l'innocence et la possibilité d'un monde meilleur. Moloch, dans sa forme moderne, dévore non seulement des vies, mais aussi des idées, des rêves et des libertés. C'est une créature insidieuse qui se nourrit de la peur et du contrôle, et qui sait que tant que l'humanité reste divisée et aveugle, son pouvoir ne cessera de croître. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.